Les vents glacés d'Elbaf soufflent sur les montagnes géantes, portant avec eux les murmures du chapitre 1147. Au centre de ce chaos naissant, une silhouette squelettique se tient seule face à l'immensité du destin. Brook lève son archet avec une grâce qui semble défier les siècles de solitude qu'il a endurés. La première note résonne, transperçant le silence pesant de l'île des géants. Ce n'est pas une simple mélodie, mais un hymne à la loyauté indéfectible envers son capitaine Monkey D. Luffy. Chaque mouvement de l'archet libère une énergie spectrale qui réchauffe le cœur de ses compagnons épuisés. Brook comprend que la force des Mugiwara ne réside pas seulement dans leurs muscles, mais dans cette harmonie spirituelle. Il se souvient des jours sombres dans le triangle de Florian où la musique était son seul refuge contre la folie. Aujourd'hui, son art sert de bouclier contre les ténèbres qui menacent d'engloutir le monde. Caché dans l'ombre d'une structure colossale, Gunko observe le musicien avec une fascination mêlée d'effroi. Pour le guerrier d'Elbaf, Brook n'est pas qu'un pirate, il est une légende vivante qu'il a appris à idolâtrer. Gunko serre la poignée de sa hache, sentant le poids de sa mission écraser ses convictions personnelles. Comment peut-il lever la main sur celui dont les chants ont bercé ses rêves de grandeur depuis l'enfance ? Le chapitre 1147 nous révèle que Gunko appartient à une lignée de gardiens dévoués à un secret millénaire. Sa loyauté envers les siens exige qu'il élimine toute menace étrangère, même celle qui porte le visage d'une idole. Brook s'arrête de jouer, le silence qui suit étant plus assourdissant que n'importe quelle explosion. Il a senti une présence, une intention hostile mais hésitante qui trouble l'air ambiant. Yo-ho-ho, il semble que nous ayons un spectateur attentif dans les gradins de cette montagne. Gunko tressaille, surpris par la perception aiguisée de ce musicien qu'il croyait distrait par sa mélodie. Pourquoi un guerrier d'Elbaf se cache-t-il comme un voleur de nuit devant un simple squelette ? « Je ne suis pas un voleur », murmure Gunko d'une voix qui tonne malgré sa tentative de discrétion. « Je suis celui qui doit protéger les secrets que vous cherchez à déterrer. » Brook incline la tête, son chapeau haut de forme manquant de tomber dans la neige. La connaissance n'est pas un trésor qu'on enterre, mais une partition que l'on doit jouer. Mais certaines mélodies sont trop dangereuses pour les oreilles des mortels, réplique Gunko avec amertume. Il explique alors que l'immortalité n'est pas un don, mais une malédiction scientifique qui ronge l'âme des dieux. Brook écoute, réalisant que les chevaliers divins ne sont pas de simples adversaires, mais des erreurs de la nature. Gunko révèle que son propre clan a servi de cobaye pour perfectionner ses techniques de régénération. Ces cicatrices ne sont pas des trophées de guerre, mais les marques d'expériences ratées. L'admiration qu'il porte à Brook vient de l'humanité que le musicien a conservée malgré sa condition de mort-vivant. « Tu es plus vivant que ceux qui prétendent régner éternellement », avoue Gunko avec sincérité. Brook se sent touché par les paroles de ce géant qui porte le monde sur ses épaules. Soudain, un corps de guerre retentit au loin, brisant ce moment de vulnérabilité partagée. Les autres gardiens arrivent et ils n'ont pas l'âme d'un mélomane, prévient Gunko en se relevant brusquement. Il doit faire un choix, protéger son idole ou obéir aux ordres ancestraux de son peuple. Brook range son violon et dégaine complètement sa lame cachée, prêt à affronter l'inévitable. Ma musique ne s'arrête jamais tant que mon âme vibre pour mes amis. Le dilemme moral de Gunko atteint son paroxysme alors que les premiers gardiens apparaissent au sommet de la crête. S'il aide Brook, il devient un traître à sa race et condamne son clan à l'extermination. S'il l'attaque, il tue la seule part de lumière qui restait dans son existence de cobaye. Les tambours de guerre s'intensifient, marquant le début d'une confrontation qui changera le destin d'Elbaf. Brook se prépare à lancer sa technique la plus dévastatrice pour protéger la fuite de son équipage. Gunko crie un avertissement, mais sa voix est noyée par le tumulte des géants qui chargent. Soudain, une lueur étrange émane du sommet de la montagne, figeant tout le monde sur place. Est-ce le secret de l'immortalité qui s'éveille enfin, ou une menace bien plus ancienne qui refait surface ? Le silence pesant sur les côtes d'Elbaf ne fait qu'accentuer le doute qui ronge désormais l'équipage de Chapeau de Paille. Malgré leur récente victoire, la confrontation imminente avec les forces de l'immortalité révèle une faille béante dans leur arsenal. Le système de puissance traditionnel basé uniquement sur le haki et les fruits du démon semble atteindre ses limites structurelles. Les Mugiwara réalisent que frapper plus fort ne suffit plus contre des ennemis capables de se régénérer instantanément. Zoro observe ses sabres, se demandant si le métal même peut trancher ce qui refuse de mourir. Sanji s'interroge sur la nature des flammes qu'il produit, craignant qu'elles ne soient que de simples étincelles face au vide. C'est à ce moment précis qu'une présence écrasante se fait sentir depuis l'horizon brumeux de l'île des géants. Les géants eux-mêmes s'arrêtent, pétrifiés par une aura qu'ils n'avaient pas ressentie depuis des décennies. Un homme d'un certain âge, portant des lunettes de soleil et maniant deux haches imposantes, s'avance sur le sable.
Scopé Gaban, l'ancien bras gauche du roi des pirates, fait enfin son entrée fracassante dans l'ère actuelle. Il ne vient pas en touriste, mais comme le dernier gardien du savoir nécessaire pour briser le cycle de l'immortalité. Luffy regarde cet étranger avec une fascination mêlée d'un instinct primitif de reconnaissance. Gaban explique que la force brute est inutile contre ceux qui ont transcendé la biologie humaine. Il révèle que Roger lui-même craignait cette technologie occulte lors de leur dernier voyage vers Laugh Tale. La présence de Gaban sur Elbaf n'est pas une coïncidence, mais une réponse au signal envoyé par le destin. Le débat s'ouvre alors sur la véritable nature du haki des rois et sa capacité à altérer la réalité atomique. Gaban propose un entraînement spartiate au Mugiwara pour éveiller une forme oubliée de perception spirituelle. Robin s'inquiète des conséquences physiques d'une telle progression de puissance sur ses compagnons. La tension monte lorsque Zoro défie Gaban pour tester la validité de ses enseignements. En un seul mouvement, Gaban dévie l'attaque la plus puissante de Zoro sans même utiliser son haki visible. C'est la preuve que l'équilibre des forces a radicalement changé depuis l'époque de la piraterie classique. Nami observe la dévastation causée par ce simple échange et réalise l'ampleur de la montagne qu'ils doivent gravir. Gaban mentionne alors un code d'origine caché dans les gènes des porteurs du dé. Ce code serait la seule clé pour annuler la régénération cellulaire des chevaliers divins. Luffy serre le poing, acceptant le défi de transformer son identité même pour protéger ses amis. Pendant ce temps, les ombres de Merigoise commencent à s'étendre vers Elbaf, attirés par le retour de la légende. Gaban prévient que le temps presse et que l'ennemi ne les laissera pas s'entraîner en paix. Usopp, inspiré par la présence d'un héros de l'ancienne ère, commence à préparer des projectiles expérimentaux. L'analyse du chapitre montre que Scopper Gaban joue le rôle de catalyseur pour l'évolution finale de l'équipage. Mais quel est le prix à payer pour acquérir ce pouvoir qui défie la mort elle-même ? Gaban révèle que Roger n'a pas pu utiliser ce pouvoir car il était déjà condamné par la maladie. Luffy est le seul qui possède la vitalité nécessaire pour supporter la charge de cette technique interdite. Soudain, une explosion retentit au loin, marquant l'arrivée des premières patrouilles de la marine sur Elbaf. Ce ne sont pas des soldats ordinaires, mais des unités expérimentales dotées de la technologie de Saturne. Gaban sourit, affirmant que c'est l'occasion parfaite pour une première leçon pratique. Le combat s'engage, montrant une fluidité de mouvement que les Mugiwara n'avaient jamais vue auparavant. Chopper analyse les restes des ennemis et découvre qu'ils ne sont plus tout à fait organiques. Cela confirme la théorie selon laquelle le gouvernement mondial fusionne la science et la magie ancienne. Gaban s'arrête brusquement, ses sens de combattant alertés par une menace bien plus grande approchant par les airs. Un sifflement strident déchire l'atmosphère, annonçant une attaque directe venant de la stratosphère. Est-ce une nouvelle arme d'Imu ou l'un des chevaliers divins venant personnellement régler ses comptes ? Gaban murmure un nom que personne n'a entendu depuis des siècles alors que l'objet s'écrase sur le sol. La poussière retombe, révélant une silhouette drapée de blanc, tenant une épée qui semble absorber la lumière environnante. Brook, présent sur les lieux, laisse tomber son archer en reconnaissant la mélodie mortelle qui émane de cet être. La véritable bataille pour la survie d'Elbaf et le secret de l'immortalité commence maintenant. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet avec le décryptage scientifique de la régénération des chevaliers divins. Comment ces guerriers peuvent-ils survivre à des blessures qui terrasseraient même un Yonko ? Le chapitre 1147 suggère que leur immortalité ne provient pas d'un fruit du démon classique. Il s'agirait plutôt d'une manipulation génétique issue du siècle oublié. Les cellules de ces chevaliers semblent connectées directement à l'énergie vitale de la Terre Sainte. Vegapunk avait déjà théorisé que le sang vert n'était que le début de cette technologie. Les chevaliers divins possèdent une version bien plus évoluée de cette bio-ingénierie. Face à une telle résilience, les attaques physiques habituelles deviennent totalement inutiles. C'est ici que l'évolution du haki entre en jeu pour briser ce cycle éternel. Scopé Gaban explique que le haki de l'armement doit atteindre un niveau de vibration atomique. Cette nouvelle forme de haki permettrait de détruire les liaisons moléculaires de la régénération. Luffy doit apprendre à infuser son Gear 5 avec cette tombe de choc interne. Sans cela, le combat contre le Gorosei restera une boucle sans fin de fatigue. Mais le haki seul ne suffit pas à expliquer le lien avec Imu. Il semblerait que chaque chevalier divin porte une fraction de l'âme de leur souverain. Cela signifie que pour les tuer, il faut rompre le contrat spirituel qui les lie. Zoro et Sanji doivent eux aussi franchir un nouveau palier de puissance. Le haki des rois devient la clé pour isoler la présence d'Imu dans leur corps. Brook joue un rôle crucial grâce à sa maîtrise de l'âme et de la musique. Ses notes peuvent résonner avec la fréquence de l'immortalité pour la perturber. Le temps presse car la flotte de la marine encercle désormais totalement l'île. Les géants d'Elbaf commencent à douter de leur propre force légendaire.
Gonko décide alors de trahir ses anciens maîtres pour protéger sa nouvelle famille. Ces informations sur les points faibles des armures divines sont capitales. Chaque armure possède un noyau d'énergie situé près du cœur. Si ce noyau est brisé par un haki de haut niveau, l'immortalité s'évapore. La tension monte d'un cran alors que Garling Figarland entre personnellement en scène. Son épée dégage une aura de haki noir plus dense que tout ce qu'on a vu. Scopé et Gaban se placent devant lui pour laisser du temps aux jeunes pirates. Un duel entre deux légendes de l'ancienne ère commence enfin. Ce combat sert de tutoriel en temps réel pour Luffy sur la gestion du flux d'énergie. Il comprend que la force ne vient pas de la tension, mais de la relaxation totale. Luffy entre à nouveau en Gear 5, mais avec une sérénité terrifiante. Les flammes de son éveil deviennent blanches et pures. Sur le navire de la marine, Saturn observe la scène avec une inquiétude croissante. Il ordonne le lancement de l'arme secrète développée par York. Un rayon laser massif descend du ciel pour frapper le centre d'Elbaf. Brook s'interpose en utilisant une barrière d'âme glacée. Le moment est venu de montrer au monde que les dieux peuvent saigner. La science de l'immortalité s'effondre devant la volonté de liberté pure. Le calme revient brièvement sur l'île alors que le premier chevalier divin tombe. Luffy sourit en sachant que le secret est enfin percé. Elbaf est sauvé pour aujourd'hui et les Mugiwara sont plus forts que jamais. La légende de l'immortalité se termine ici, ouvrant la voie vers le One Piece.